Bienvenue à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour assister à la présentation de l'audit énergétique et confort que nous avons réalisé sur le bâtiment de l'Institut de recherche en informatique de Toulouse. Avant d'aller plus loin et de commencer à parler de notre présentation, on va resituer le cadre de notre projet. Donc, nous sommes des étudiants de deuxième année de master en énergétique de l'habitat. C'est une formation qui est proposée par l'Université Paul Sabatier. Et il faut savoir que notre formation propose chaque année de réaliser 2 audits énergétiques en demi-groupe. Donc un groupe a réalisé sur un audit énergétique sur le bâtiment administratif et nous l'avons donc réalisé sur le bâtiment de l'IRIT. Ce projet peut s'inscrire dans le cadre de Toulouse, du projet Toulouse Ecocampus, qui est un projet qui a pour but, pour principal enjeu, d'améliorer le confort des usagers et de rendre plus respectueux au niveau de l'environnement les bâtiments, donc d'améliorer la performance énergétique des bâtiments de l'université. Tout d'abord, notre méthodologie sur l'analyse et comment s'est procédé notre audit. Nous avons commencé mi-septembre par une analyse préalable qui s'est consistée à faire des visites et également à procéder à divers recueils de données, que ce soit techniques et réglementaires, afin de constituer une première base de recherche. Nous avons ensuite poursuivi notre analyse par une analyse expérimentale qui s'est traduite par la pose de sondes de longue durée. Nous sommes venus mi-octobre poser des sondes qui ont servi à cartographier le bâtiment. Donc nous avions plus d'une vingtaine de sondes à notre disposition, à savoir des sondes qui mesuraient la température intérieure des locaux, l'humidité, l'éclairement, et on avait une sonde spécifique qui mesurait le taux de CO2 de la salle du conseil. Pour clôturer ce mois et demi où les sondes ont mesuré toutes les données dont nous avions besoin, nous avons effectué une journée de mesure le 27 novembre qui a permis de cartographier de manière plus fine le bâtiment, que ce soit dans le domaine de la thermique, de l'éclairage, de l'acoustique, de la qualité de l'air et également dans le domaine de l'eau. Lors de cette journée de mesure, nous avons également distribué des sondages aux usagers. Ce sondage était composé d'une 60aine de questions et plus de 80 usagers ont répondu à ce questionnaire. Ça nous a vraiment permis d'analyser le confort des usagers et de corréler ainsi nos mesures au ressenti des usagers. Ça en est suivi, après cette analyse expérimentale, une phase de modélisation. Tout d'abord, une modélisation thermodynamique qui a vraiment été la base de notre projet et la base de toutes les préconisations que nous avons dressées par la suite. Également, nous avons procédé à des modélisations en acoustique et en éclairage. Et donc, comme je l'ai dit, le résultat des analyses et ces modélisations nous ont permis de dresser une liste de préconisations. Nous avons également vraiment étudié ces préconisations d'un point de vue de gain énergétique, d'impact énergétique, d'impact financier, également en estimant le temps de retour sur investissement. Et donc, toutes ces préconisations sont rédigées dans le compte-rendu que nous vous tenons à disposition très prochainement et que nous vous invitons à lire, évidemment. Cette présentation va s'articuler en 5 grands points. Tout d'abord, nous allons présenter le bâtiment dans son ensemble, puis nous passerons à l'état des lieux. Enfin, nous passerons à la simulation thermodynamique qui va permettre de poser vraiment la base de notre projet. Puis s'en suivra une analyse multicritère, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les 4 domaines suivants: qualité de l'air, thermique, éclairage et acoustique. Puis nous conclurons sur un bilan en vous présentant les préconisations combinées et en dressant un bilan plus global sur ce projet, ce que ça nous a apporté personnellement. Commençons sans plus tarder par l'état des lieux, et c'est maintenant que je laisse la parole à Frédéric. Merci Johanna, bonjour à tous. Donc pour commencer notre démarche de l'audit, il a été important de faire un état des lieux, et dans cet état des lieux de traiter, on va dire, 3 domaines qui allaient être tout simplement l'usage du bâtiment, la description technique et enfin les consommations. Une première chose importante, ça va être de situer le bâtiment dans son environnement. Donc on va commencer par l'implantation. Donc comme vous pouvez le voir, l'IRIT se situe au cœur de l'université. Vous avez l'entrée principale ici. Donc, il faut savoir qu'on parle de l'IRIT comme un seul bâtiment, mais en réalité c'en est 2. Donc en 1989 a été construit l'IRIT 1, que vous pouvez voir sur cette photo. Puis en 2004 est venu se rajouter sur cette façade la partie IRIT 2. Donc il est important là, de faire cette distinction parce que par la suite de notre présentation, on va bien distinguer IRIT 1 qui sera en rouge et IRIT 2 qui sera donc en violet. Au niveau de l'usage, donc l'IRIT, comme l'a dit Johanna, c'est un institut de recherche spécialisé dans l'informatique et ça se ressent directement
au niveau des locaux qui sont présents. Donc, comme on peut le voir, il y a quasiment 80% de bureaux et des locaux spécifiques à l'informatique, comme des baies de brassage, à la recherche comme des laboratoires, et encore on va trouver des locaux vraiment spéciaux comme des salles de serveurs et autres, mais ça on y reviendra un peu après. Au niveau des spécificités de ce bâtiment, on va retrouver donc deux différentes zones, une en accès libre par laquelle vous êtes arrivé et dans laquelle vous êtes actuellement, donc dans cet auditorium, comme on peut le voir là, et donc voilà, et une autre zone qu'on appelle zone à régime restrictif, qui est tout simplement une zone réservée aux usagers d'IRIT, ou dont l'accès se fait uniquement par badge. A savoir que cette zone d'accès libre se situe seulement au rez-de-chaussée de l'IRIT 1, comme vous pouvez le voir ici. L'entrée dans le bâtiment peut se faire donc soit par le rez-de-chaussée pour le public en façade nord-est de l'IRIT 1, ou sur la façade nord-est par l'IRIT 2 par badge. À partir du premier étage, on n'est plus qu'en zone à régime restrictif donc, et l'entrée peut se faire uniquement par le côté sud-ouest du bâtiment, au niveau de l'IRIT 1, comme vous pouvez le voir là-haut. On y distingue donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, des locaux à usage spécifique, qui sont donc, pour les besoins de la recherche informatique, des baies de brassage. Vous savez qu'on va retrouver tous les réseaux informatiques et téléphoniques, ainsi que la salle des serveurs, avec, comme son nom l'indique, qui va recevoir tous les serveurs de l'IRIT, qui va permettre d'effectuer du stockage de données et matériel utile à la recherche. On a également une bibliothèque et une salle du conseil, dont nous a parlé Johanna tout à l'heure, c'est qu'on a fait les mesures de CO2. Et au-dessus de nous se trouve un grand espace qui va du deuxième étage jusqu'au quatrième étage, qui est l'atrium. Donc voilà pour les spécificités, on va dire, d'usage, donc comment on utilise ce bâtiment. On va s'intéresser maintenant au descriptif plus technique du bâtiment, à commencer par la structure. Donc vous avez ici une coupe simplifiée du bâtiment. Donc qu'est-ce qu'il faut en retenir? Donc tout simplement au niveau des murs extérieurs, on a des murs béton avec une isolation par l'extérieur faite en laine de roche, plus du bardage en plaque minérale. Vous avez peut-être pu le voir en arrivant à l'extérieur que à certains endroits, ces plaques minérales sont cassées ou manquantes. Au niveau de la toiture, on a une toiture terrasse avec isolation sur dalle qui reçoit tous les équipements de ventilation et de climatisation. Le plancher bas, c'est une dalle sur terre-plein avec pour l'IRIT 1, comme le veut l'usage, une isolation périphérique qu'on ne va pas retrouver au niveau de l'IRIT 2. Et enfin, pour les vitrages, on a un double vitrage basique un peu partout dans le bâtiment, à l'exception de la cafétéria et de la bibliothèque, où là, paradoxalement, dans ces pièces qui sont très vitrées, on va retrouver que des simples vitrages. Maintenant, on va voir comment est assuré le confort dans le bâtiment grâce au système de chauffage, ventilation, climatisation. Donc on commence par le chauffage. Il faut savoir que l'eau chaude de chauffage est produite à l'université, la chaufferie centrale, et via un réseau de chaleur est acheminé donc aux sous-stations du bâtiment. Au niveau de l'IRIT 1, dans cette sous-station, on va retrouver 4 départs, avec donc 3 départs où c'est qu'on va faire, on va alimenter les radiateurs par zone, et un départ pour l'auditorium. La régulation va s'effectuer tout simplement avec des sondes extérieures et une sonde intérieure pour l'auditorium. Toutes ces données vont être renvoyées directement en sous-station, où le pilotage va se faire. Ces données vont également être renvoyées au service gestion-exploitation pour avoir une supervision des consommations. On a le même principe pour l'IRIT 2, sauf que là, au lieu d'avoir des sondes de température extérieures, on va avoir des sondes de température intérieure. Intéressons-nous maintenant au rafraîchissement qui va être un point important au niveau des consommations du bâtiment. Donc pour l'IRIT 1, on a en toiture une production principale et une production de secours. La production principale va nous permettre d'assurer la climatisation pour le confort donc de l'auditorium et des laboratoires. Et enfin, assurer le process dans la salle des serveurs. On peut remarquer dans cette salle de serveurs qu'on a donc le système de secours qui va intervenir en cas de panne des groupes froids. On a une température de 23 degrés qui est quand même une consigne de température très basse. Pour les deux, même principe, avec une climatisation de confort pour des bureaux et laboratoires, et pour le process des baies de brassage. A savoir que les baies de brassage ont chacune une unité de production indépendante. Donc maintenant qu'on a vu le rafraîchissement, on va finir par la ventilation. Donc il faut savoir que pour l'IRIT 1 et l'IRIT 2, c'est le même principe, ça va être une ventilation mécanique
donc avec une extraction par zone et des organes spécifiques motorisés qui vont permettre l'extraction. On va distinguer donc des caissons et des tourelles, et pour l'auditorium ici, une centrale de traitement d'air. Pour les RIT 2, même principe, avec 2 caissons situés en toiture. Lors de nos différentes visites, on s'est aperçu qu'il y avait certains défauts. Par exemple, on a le caisson des bureaux de l'IRIT 2, ici, qui ne fonctionne pas, qui est en service. 3 tourelles sur 4 qui ne fonctionnent pas à cause de problèmes électriques. Et enfin, le caisson des bureaux de l'IRIT 1 qui ne fonctionne que la nuit. Donc pas de ventilation de jour, ce qui est un problème, et on le verra par la suite. Maintenant qu'on a vu tous les systèmes et l'utilisation du bâtiment, on va voir ce que cela impacte sur les consommations avec Elias. Merci Fred. Bonjour à tous. Ici, on peut voir les tableaux qu'on a avec les consommations totales pour l'IRIT. Ces consommations ont été estimées à partir de données fournies par le service de gestion et d'exploitation et de l'IRIT. Comme on peut voir, la majorité de ces consommations vient de l'électricité. Si on regarde ça un peu plus précisément, pour regarder ça un peu plus précisément, vous pouvez voir que le chauffage, c'est cette partie ici des consommations, et après la plus grande partie des consommations électriques vient des serveurs et des ordinateurs. On ne peut pas trop agir sur la consommation des serveurs, mais l'usage des ordinateurs, c'est quelque chose où on peut s'appuyer pour réduire les consommations électriques. Donc, ensuite, on a aussi effectué une estimation de performance énergétique du bâtiment. Ce qu'on peut voir, c'est que IRIT 1 et IRIT 2 se situaient dans un niveau de classe C en performance énergétique, c'est-à-dire que les consommations du bâtiment, je ne sais pas comment dire ça, je continue. Donc, ces consommations sont estimées sans prendre en compte l'usage du bâtiment, c'est-à-dire les consommations des appareils électroniques ou les ordinateurs et les serveurs. Pour voir un peu plus précisément les consommations de chauffage, ici on peut voir les kilowattheures par mètre carré pour IRIT 1 et IRIT 2. Ce qui est assez surprenant, c'est le fait que IRIT 2 consomme plus par mètre carré. Même si il est un bâtiment plus récent, il a des équipements plus performants et sa toiture est mieux isolée. Ça pourrait s'expliquer par le fait qu'il a beaucoup de déperdition au niveau des rez-de-chaussée et aussi il a une régulation non optimale. Maintenant, on va s'intéresser sur la simulation thermique dynamique qu'on a effectuée sur le bâtiment d'IRIT. Donc, qu'est-ce que c'est un STD? Un STD est en fait un outil de calcul et de préconisation. Pour effectuer ce calcul, on a utilisé le logiciel Pléiades plus Config qui est fourni par l'entreprise Izuba. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Pour faire le calcul tourné, il faut entrer dans le logiciel certaines données. Ces données pourraient être les matériaux avec les caractéristiques physiques. Ça pourrait être aussi les équipements de chauffage, de climatisation et de ventilation. Et aussi, il faut entrer l'usage du bâtiment en forme de scénario. Donc, c'est-à-dire, on insère dans les logiciels les scénarios d'occupation ou la consigne de température ou la ventilation et les charges internes dans les différents locaux. Finalement, il faut aussi entrer un fichier météo qu'on a construit à partir de données enregistrées par la station météo de l'université Paul Sabatier et pour les températures manquantes par la station de Blagnac. Donc une fois qu'on a entré toutes ces données, le moteur de calcul nous aide pour sortir certaines données. On peut sortir alors les besoins en chauffage et en climatisation pour les deux bâtiments, les consommations électriques et en chauffage, et aussi on peut exporter à partir de ces données des différents courbes, comme par exemple l'évolution de la température dans les différents locaux, les différentes zones. Ici, on vous montre un modèle 3D des deux bâtiments.
Et ici, on vous montre aussi les zonages qu'on a effectués. Si vous pouvez voir l'exemple du rez-de-chaussée. Qu'est-ce que c'est un zonage? En fait, le zonage, c'est un regroupement de certains locaux qui ont les mêmes caractéristiques, comme par exemple les mêmes occupations, les mêmes ventilations. On les regroupe ensemble pour analyser les comportements thermiques du bâtiment plus précisément. Vous pouvez observer que les locaux qui sont dans les mêmes zones, ils sont les mêmes couleurs par exemple, et les locaux qui sont plus particuliers, ils sont séparés. Donc, une fois que tout ça a été réalisé, on a procédé sur une phase d'étalonnage et évolution libre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a lancé un calcul sans ajouter les systèmes de chauffage et de climatisation. Une fois qu'on a fait ça, on a ajusté certains paramètres pour faire coller en fait, les résultats de notre STD aux résultats réels. Ici, je vais vous montrer un exemple de comment on a fait ça. Si vous pouvez voir la bibliothèque, la température rouge correspond à la température mesurée avec les sondes de longue durée qu'on a placées à la bibliothèque. Et la courbe grise correspond à la température simulée. Donc, pour la bibliothèque spécifiquement, on a fait une hypothèse qu'il y a un stockage additionnel de la chaleur grâce au nombreux livres et le mobilier du local. Donc, on a décidé de jouer avec le paramètre de l'inertie thermique qu'on a augmenté. L'inertie thermique, en fait, c'est les caractéristiques physiques des matériaux et leur capacité de stocker de la chaleur. Donc, une fois qu'on a augmenté ce paramètre, on peut voir que les deux courbes sont bien ajustées et les colorations a aussi amélioré. Donc, finalement, une fois que la phase d'étalonnage et l'évolution libre est finie, on a passé sur une phase d'étalonnage pour les consommations. C'est-à-dire, on a lancé une simulation complète avec les systèmes de chauffage et de climatisation pour rapprocher les consommations de la STD aux consommations réelles. Et on a fait cette démarche en réajustant certains paramètres aussi. Donc ici, je vous montre les résultats finaux qu'on obtient pour irritant et pour IE2. C'est qu'on peut voir que, en fait, l'écart entre les consommations réelles et les consommations de l'STD sont assez faibles, ce qui rend en fait notre modélisation un outil assez précis pour nous indiquer, pour prévoir précisément les différentes préconisations qu'on a mis en place. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Johanna pour vous présenter la prochaine partie. Merci Elias. Donc maintenant que Frédéric et Elias ont laissé vraiment notre base d'études, nous allons procéder maintenant à l'analyse qui concerne évidemment les domaines dont je vous ai parlé au tout début. Et donc on va commencer par l'analyse de la qualité de l'air. Et donc je laisse la parole à Thomas. Merci Johanna. Donc effectivement, maintenant on va parler du thème de la qualité de l'air, qui est un thème peut-être un petit peu particulier, parce que quand on parle d'économie d'énergie, d'environnement, etc., au niveau du bâtiment, on pense souvent à la climatisation, au chauffage, ce genre de thème récurrent. Par contre, on pense peut-être moins souvent à la qualité de l'air. Or, c'est un thème qui est de plus en plus important, on s'en rend compte aujourd'hui, qui est important au niveau du confort et au niveau sanitaire. Donc, pour étudier ce thème, on a tout d'abord réalisé des mesures grâce à un matériel et une méthode précise. Donc, on a réalisé deux mesures principales. Tout d'abord, on a étudié les débits d'extraction au niveau des bouches. Donc, les bouches d'extraction, en fait, aspirent l'air dans une pièce pour renouveler la qualité de l'air, donc l'air dans un local. Et donc, on a vérifié ces débits. Donc, on a vérifié à l'aide d'un matériel qui s'appelle un cône de débit, qu'on a placé contre les bouches d'extraction, et on a pu obtenir une vitesse et donc ensuite un débit. L'autre mesure qu'on a effectuée, c'est le taux de CO2. Donc le CO2, on en dégage en respirant, et donc tout simplement c'est un traceur de la présence humaine. Donc c'est vraiment un facteur qui est très très important quand on étudie la qualité de l'air. Pour faire cette mesure, on avait une sonde de CO2, on a fait une mesure le matin, et on est revenu l'après-midi, en fin d'après-midi, pour refaire une mesure, ce qui nous a permis
d'obtenir une évolution du taux. Donc maintenant, on va en venir aux résultats de ces mesures. Donc tout d'abord, revenons au débit d'extraction des bouches. Comme vous pouvez le voir dans ce tableau, on a mesuré les débits de plusieurs bouches dans plusieurs locaux, à la fois à l'IRIT 1 et à l'IRIT 2, et on s'est aperçu que en fait, de nombreuses bouches ne fonctionnaient pas ou presque pas. Et donc ça, comme je viens de vous le dire, ça signifie qu'il y a effectivement un renouvellement d'air qui n'est pas du tout optimal. Comment est-ce que ça va se traduire maintenant sur la deuxième mesure au niveau de la concentration en CO2? Donc comme je vous le disais le matin, les premières mesures qu'on a effectuées montrent qu'il y a un taux de CO2 classique, puisqu'il n'y avait pas d'occupation. La deuxième mesure qu'on a effectuée en fin d'après-midi, après une période d'occupation donc, montre que le taux de CO2 a clairement augmenté, et même fortement augmenté dans certains locaux. On voit que dans certains locaux, on dépasse un taux de 1000 ppm, qui est déjà considéré comme un taux élevé, et on peut même dépasser les 1300 ppm, ce qui est considéré comme un taux critique au niveau sanitaire, puisqu'à partir de ce taux, on peut ressentir des maux de tête, ce genre de problème. Et donc, on voit que le problème de ventilation à l'IRIT peut même poser des problèmes sanitaires. Ensuite, on avait posé aussi des questions qui faisaient référence à la qualité de l'air. J'en ai fait ressortir une, quelles sont les principales sources de gêne olfactive. Dans ce tableau, on voit que là, les quatre réponses qui sont entourées là sont des sources de gêne olfactive qui viennent de l'intérieur du bâtiment. Et si des gênes olfactives, enfin des odeurs persistent dans le bâtiment, c'est qu'il y a une mauvaise ventilation. Et donc ça crée des désordres olfactifs. Donc là aussi, dans les réponses des sondages, on peut apercevoir ce problème lié à la ventilation. Donc évidemment, ce problème qui est très important, on voulait donc essayer d'apporter des solutions, donc grâce à cette préconisation qui est de remettre en marche la ventilation. En fait, cette préconisation est assez vaste. Elle peut reprendre plusieurs éléments, comme reprogrammer les équipements de ventilation qui fonctionnent que la nuit, comme l'a dit Frédéric à l'IRIT 1, changer les bouches manquantes ou défectueuses, comme vous pouvez le voir, elles sont assez nombreuses, à la fois à l'IRIT 1 et à l'IRIT 2, ajouter des pièges à son, puisqu'en fait, si la ventilation fonctionne la nuit, essentiellement, c'est parce que les usagers se plaignaient des désordres acoustiques que cela engendrait. Donc si on relance la ventilation, évidemment, il faut qu'on pallie ce problème. Donc on ajoutera des pièges à son. Et enfin, pour terminer, on changera aussi on préconise de changer le caisson de ventilation qui est hors service à l'IRIT 2. Voilà. Donc tout cela entraîne une mise en œuvre qui est assez quand même compliquée, clairement, et qui a aussi un impact énergétique, on va dire, négatif, puisqu'on a une augmentation de la consommation énergétique de plus 15% à l'IRIT 1 et de plus 23% à l'IRIT 2. Par contre, au niveau du confort, et même, comme je vous l'ai dit, au niveau sanitaire, c'est une préconisation de base autour de laquelle on va s'articuler tout notre rapport. Voilà, juste une petite préconisation aussi supplémentaire. N'oubliez pas d'ouvrir vos fenêtres si la préconisation n'est pas mise en place. Ouvrir cette fenêtre, c'est vraiment l'élément principal pour renouveler la qualité de l'air dans nos cas. Maintenant, je laisse la parole à Frédéric qui va vous parler de la thermie. Bonjour. Donc moi, comme vous l'a dit Thomas, je vais vous parler du domaine de la thermique. Donc rappelons tout d'abord que la consommation énergétique en chauffage est de l'ordre de 28% pour tout le bâtiment. Donc c'est une consommation assez importante et on l'a vu précédemment avec Thomas qui peut être augmentée à l'aide de la ventilation. Donc nous, comment on a procédé? Tout d'abord, on a fait des mesures avec des sondes de longue durée, des mesures de température et d'humidité. Ici, vous pouvez voir un emplacement des capteurs, ça c'est le rez-de-chaussée de l'IRIT 1. Il y en avait dans l'auditorium, donc dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, également dans la cafétéria ou dans le hall d'accueil. Donc là, les sondes de longue durée nous permettent en fait d'étudier l'évolution du bâtiment dans une période assez longue de 1 mois et demi, comme nous l'a dit Johanna, avec le chauffage et sans chauffage, tout simplement. Ces sondes de longue durée nous ont appris que les réduits de température le week-end et la nuit fonctionnaient bien. Un bon point pour la régulation. Donc ensuite, concernant la journée de mesure, on a effectué plusieurs types de mesures, dont des thermographies infrarouges. Ici, je vous ai montré un exemple. Donc en fait, là, c'est la liaison entre l'IRIT 1, la façade nord-ouest, là où se trouve la salle du conseil, et l'IRIT 2.
Donc on se rend compte ici là que d'abord j'introduis donc les températures basses sont celles qui sont sombres, bleues, et les températures élevées sont celles qui sont plus claires, donc vers le orange jaune. Donc on se rend compte ici que les températures élevées à la liaison de l'IRID 1 et l'IRID 2, ça traduit un pont thermique, un dégagement de chaleur en fait vers l'extérieur du bâtiment. Et donc ça c'est dû à une mauvaise étanchéité entre les deux bâtiments, une étanchéité à l'air. Maintenant, on s'est intéressé au confort des usagers. Donc, on leur a posé la question, comment vous sentez-vous maintenant? On rappelle que lors de la journée de mesure, les plages de température étaient relativement douces. En effet, c'était une journée relativement agréable. Il faisait entre 20 et 26 degrés. Donc, cependant, certains usagers se sont plaints d'avoir froid, légèrement froid. Donc ça, c'est dû en fait à des sensations de courant d'air, dû à une mauvaise étanchéité des portes et des ouvrants, notamment au rez-de-chaussée au R+1. Ensuite, un nombre important d'entre eux se sont plaints qu'il faisait légèrement chaud, donc normal en fonction des températures, mais c'est dommage pour un bâtiment qui peut être performant. Donc pour l'IRID 1, c'est dû en fait à un manque de robinets thermostatiques. Donc les robinets thermostatiques, ce sont des petits organes de régulation qui sont mis sur les radiateurs et qui permettent de faire varier la puissance du radiateur pour amener plus de chaleur ou non à la pièce. Et également à une régulation non optimale. Donc ça, c'est pour les façades sud-est et sud-ouest de l'IRID 1, comme vous pouvez le voir. On a été plus loin dans le confort hivernal, on leur a demandé s'ils avaient des radiateurs d'appoint. En fait, le fait d'avoir des radiateurs d'appoint traduit un inconfort hivernal au niveau du chauffage. Donc il s'est avéré que les réseaux nord-est de chauffage comportaient beaucoup de radiateurs d'appoint, donc les façades nord-est. Alors pour les réseaux, c'est dû en fait à un réseau sous-dimensionné, on a pu le vérifier à l'aide de la STD et des différentes données mises à notre disposition, et aussi un réseau en bouée. Et donc pour l'IRID 1, en fait, c'est dû à un manque d'isolation des parois extérieures. Ce sont ces fameux bureaux en cascade là que vous pouvez voir. Ensuite, on s'est intéressé donc à l'association thermique estivale. Donc rappelons que la climatisation représente 14% des consommations énergétiques du bâtiment. À ça, il faut comprendre la climatisation du process, donc des salles serveurs et des lieux de brassage, qui rentrent pour une très grosse part dans cette climatisation, dans cette consommation. Mais il faut quand même s'y intéresser. Et donc, on a posé aux usagers la question, en été, trouvez-vous qu'il fait chaud? La majorité d'entre eux nous ont répondu régulièrement, plus toujours. Donc là, ce sont des surchauffes qu'il y a dans tout le bâtiment. C'est dû clairement à un manque de ventilation, comme nous l'a dit Thomas. Et de plus, certaines fenêtres ne s'ouvrent pas, ce qui engendre en fait l'utilisation de ventilateurs portatifs et donc une surconsommation d'énergie. Donc pour pallier à tout ça, on propose des améliorations. Tout d'abord, la mise en place de son intérieur et de robinets thermostatiques. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, pour pallier le fait que les gens ont plus chaud l'hiver, ce qui va permettre de réguler les températures dans les locaux. Donc là, on a un impact énergétique qui peut être intéressant et un confort. On remarque que toutes les préconisations qui sont faites pour l'IRID 1 sont des préconisations qui impactent sur le confort. Ensuite, la correction des étanchéités des ouvrants, donc comme je vous en ai parlé tout à l'heure. L'optimisation du refroidissement de la salle serveur. Donc là, en fait, la mise en œuvre est très simple. C'est juste une optimisation sur la régulation pour augmenter la température de consigne ou jouer sur les différentes lois de régulation. Enfin, donc la mise en place d'une isolation des parois extérieures des bureaux de l'IRID 1. Comme on a vu précédemment, là la mise en œuvre peut être difficile, mais par contre le gain est assez important. Et aussi donc la mise en place d'un free cooling nocturne. Free cooling, c'est quoi? C'est une accélération de la ventilation la nuit durant l'été pour évacuer la chaleur qui a été accumulée. Et donc pour l'IRID 2, on retrouve un peu les mêmes propositions, c'est-à-dire donc la correction des étanchéités des ouvrants, donc pareil avec une légère un gain énergétique qui peut être important, mais aussi confort. La mise en place du free cooling, donc de même que pour l'IRID 1, et également donc l'optimisation de la régulation de chauffage de l'aile nord-est, et donc la mise en place d'une sonde de régulation qui là, elle, va entraîner une légère surconsommation qui en effet va permettre de chauffer un petit peu plus et donc un meilleur confort pour les usagers. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Claire qui va nous parler de l'éclairage et de l'acoustique. Bonjour à tous. Nous allons donc poursuivre notre analyse de la performance du bâtiment au travers d'un nouveau domaine, l'éclairage.
En premier lieu, nous souhaitions vous rappeler que l'éclairage correspond à 6% des consommations totales du bâtiment. Ces 6% ne sont pas négligeables et donc l'éclairage constitue un levier sur lequel on peut jouer pour améliorer la performance du bâtiment. Donc pour ce domaine-là, nous avons réalisé 4 types de mesures. Donc l'éclairage naturel, artificiel et combiné. L'éclairement combiné correspond à une combinaison entre l'éclairement naturel et l'éclairement artificiel. Ces 3 mesures sont réalisées à l'aide d'un luxomètre. Ensuite, nous avons réalisé également une 4e mesure, la luminance des parois, qui correspond à la façon dont les parois brillent ou reflètent la lumière. Et cette mesure est réalisée à l'aide d'un luminancemètre. Donc voici les principaux résultats que nous avons obtenus. Donc sur ce graphique, vous avez l'éclairement artificiel moyen et en abscisse, vous avez les locaux qui ont été jugés comme inconfortables au niveau de l'éclairage. Qu'est-ce qu'on constate Vous avez une 3e information également qui est la zone de confort lumineux qui se situe entre 400 et 500 lux. Ces 400 et 500 lux sont en fait définis par une norme à laquelle nous nous sommes référés, une norme d'éclairage. Donc qu'est-ce qu'on constate? D'abord la bibliothèque. Donc la bibliothèque est clairement sous-dimensionnée. Son éclairage ne respecte même pas les exigences du Code du travail. Il faudra donc prévoir des préconisations pour ce local. Et ensuite, on observe également que les locaux qui sont inconfortables au niveau de l'éclairage sont essentiellement des locaux de l'IRIT 1. Donc les bureaux de l'IRIT 1 devront faire l'objet de préconisations afin de garantir que les usagers aient un meilleur confort au niveau de l'éclairage. En ce qui concerne les sondages, nous vous présentons ici les résultats à la question « Comment considérez-vous l'éclairage artificiel de la pièce ?» Vous avez en ordonnée les effectifs du nombre de personnes ayant répondu aux réponses qui sont en abscisse. On observe que pour l'IRIT 1, seul pour l'IRIT 1, des personnes ont répondu que l'éclairage était légèrement sombre. Ceci est cohérent avec les résultats que nous avons illustrés au graphique précédent, puisque nous avions vu que c'était essentiellement dans l'IRIT 1 que l'éclairage était sous-dimensionné. On observe également que les valeurs de l'IRIT 2 sont centrées autour de la réponse lumineux, ce qui signifie en fait que dans l'IRIT 2, l'éclairage est plus lumineux que dans l'IRIT 1. Et en fait, lors de la journée de mesure, on a discuté également avec les usagers de l'IRIT 2 qui nous ont informés de problèmes d'éblouissement dans ce bâtiment-là. Il faudra donc prévoir une préconisation pour éviter ces problèmes. Suite aux mesures et aux sondages, nous avons réalisé des modélisations à l'aide du logiciel d'éclairage Dialux, dont nous vous présentons le principal résultat ici, qui correspond à la modélisation d'un bureau de l'IRIT 1, donc un bureau type. Et en remplaçant en fait les 2 luminaires fluorescents qui sont actuellement présents dans ces bureaux par 3 luminaires LED, on arrive à obtenir un éclairement moyen autour de 400 lux, donc qui respecte donc la norme. Donc ça c'est bien pour le confort des usagers. Et ensuite, pourquoi est-ce qu'on a remplacé les luminaires fluo par des luminaires LED? En fait, c'est parce que les luminaires LED permettent de moins consommer. Donc, voici ici un récapitulatif des principales préconisations que nous avons faites dans le domaine de l'éclairage. Donc la première préconisation concerne la rénovation des luminaires de la bibliothèque pour respecter le Code du travail. Cette préconisation permet de diminuer les consommations de 20% puisqu'on remplace l'éclairage fluorescent par de l'éclairage LED. Ensuite, en ce qui concerne la rénovation des luminaires de l'IRIT 1 et de l'IRIT 2, donc on remplace tous les tubes fluo par des luminaires LED et on va du coup diminuer assez drastiquement la consommation. Et enfin, ce que l'on propose pour les usagers de l'IRIT 2 afin qu'ils ne soient plus éblouis, c'est simplement de supprimer 2 luminaires sur 4, 2 néons sur 4 pour chaque luminaire. Donc ça c'est une préconisation qui est très facile à mettre en œuvre et qui par contre, dont l'impact énergétique dépendra en fait du nombre d'usagers qui sont éblouis. Donc voilà pour le domaine de l'éclairage. Nous allons maintenant passer au domaine de l'acoustique. Donc dans ce domaine, nous avons réalisé 5 mesures. Tout d'abord, la transmission de bruit de choc. Donc cette mesure en fait a consisté à produire un impact sur un plancher et à mesurer dans le local inférieur la puissance sonore qui résultait. Ensuite, l'isolement au bruit aérien, en fait, le but est de mesurer l'isolement de la paroi, l'isolement acoustique entre 2 locaux mitoyens. L'isolement de façade, c'est en fait l'isolation entre un local et l'extérieur. Le temps de réverbération, ça correspond à l'écho qu'il y a dans un local.
Et la transmission de bruit d'équipement, ça consiste à mesurer le niveau de bruit émis par un équipement, c'était intéressant puisque dans l'IRIT, il y a quand même pas mal d'équipements. Toutes ces mesures sont réalisées à l'aide d'un sonomètre. Donc, voici les principaux résultats. Donc, tout comme pour l'éclairage, nous vous présentons seulement les résultats problématiques. Donc, dans un premier temps, à la fois pour l'IRIT 1 et pour l'IRIT 2, on a décelé des problèmes au niveau des bruits d'équipement. Tous les bruits d'équipement sont trop conséquents, ils sont bien au-dessus de la valeur de seuil de confort qui est de 40 décibels. Ensuite, pour l'IRIT 1, les problèmes spécifiques à ce bâtiment sont liés à la transmission des bruits de choc qui est trop conséquente, puisque on est au-dessus du seuil de confort. Et en ce qui concerne le temps de réverbération, il y a également un écho qui est trop conséquent dans les bureaux puisqu'on est au-dessus du seuil. Et enfin, pour l'IRIT 2, c'est l'isolement au bruit aérien qui posait un problème, puisqu'on voit qu'on est à 30 décibels alors qu'il faudrait être au-dessus de 35 décibels. Nous avons également posé une question aux usagers que l'on vous présente ici, qui est identifier les sources de gêne acoustique. Donc, sur ce graphique, on voit clairement que c'est essentiellement les couloirs qui sont générateurs d'inconfort, puisque dans les bureaux, les usagers se plaignent de trop entendre ce qu'il se passe dans les couloirs. Et cela a été corrélé aux mesures, et en effet, dans les circulations, on a mesuré des temps de réverbération qui étaient trop conséquents. En parallèle de ces mesures et de ce sondage, nous avons réalisé des modélisations sur 2 logiciels d'acoustique. Le premier, Acoubat, a permis de modéliser notamment la bibliothèque. Avec ce logiciel, nous avons décelé 2 problèmes pour la bibliothèque. Dans un premier temps, l'isolement de façade est trop faible. Il faudra donc mettre en place une préconisation. Et ensuite, l'isolement à bruit aérien est également problématique puisque la bibliothèque est mitoyenne avec une salle de réunion. Et dans cette salle de réunion, en fait, il y a un niveau, on entend trop ce qui se passe dans la bibliothèque, et Acoubat nous a permis de nous rendre compte qu'en fait, c'était parce que le son se propage par l'intermédiaire du faux plafond. Ensuite, en ce qui concerne la salle de serveur, le problème est également avec un bureau qui est mitoyen. Il y a une transmission qui est trop conséquente, et on s'est rendu compte avec Acoubat que c'était parce que le son se propage par l'intermédiaire de la façade. Et enfin, pour l'atrium, que nous avons modélisé sur Apoine, le problème, c'est celui qui est lié aux circulations que nous avons identifié dans les diapositives précédentes. Le temps de réverbération est trop conséquent et on a proposé une rénovation qui permet de l'abaisser à 2,2 secondes. Nous vous exposons ici les rénovations que nous proposons. Donc, pour la bibliothèque, mettre en place un double vitrage pour augmenter l'isolement de façade. Donc, ceci va en effet avoir un impact énergétique, puisqu'on met un double vitrage, donc la bibliothèque va être plus isolée. Mais l'impact énergétique est quand même faible, puisqu'il s'agit que d'un seul local pour tout le bâtiment. Ensuite, pour l'atrium, pour améliorer le confort des usagers lié à un temps de réverbération trop conséquent, nous proposons de mettre en place une dizaine de panneaux absorbants sur les garde-corps qui sont à côté des escaliers de l'atrium. Également pour la bibliothèque, nous proposons de rénover le faux plafond actuel pour en mettre un plus performant, donc à traitement acoustique, afin de diminuer la propagation du son vers la salle du conseil. Et enfin, pour la salle serveur, il faudra en fait isoler la façade du bureau mitoyen afin de diminuer la propagation du son vers ce bureau. Donc, c'en est fini pour la partie analyse. Je laisse maintenant la parole à Johanna pour faire un petit bilan. Merci Claire. Donc, comme on vient de le voir sur l'ensemble des parties qui ont été développées pour l'analyse, plusieurs préconisations ont été dressées de manière individuelle entre les parties. Nous avons proposé évidemment de les combiner entre elles. Un petit rappel par rapport à ce qu'a précisé Thomas. La préconisation sur laquelle nous nous sommes basés, c'est la remise en route de la ventilation qui concerne l'IRIT 1 et l'IRIT 2. Vous pouvez voir en rouge que les valeurs qui concernent l'IRIT 1 et en violet les valeurs qui concernent l'IRIT 2. Évidemment, nous voyons qu'il y a un réel impact financier puisque la remise en route de la ventilation induit des consommations supplémentaires en chauffage et en électricité. De même que si on ajoute à la ventilation le free cooling nocturne estival, donc comme l'a dit Freddy, je le répète, free cooling, c'est le fait d'augmenter le débit d'air entrant dans les locaux afin d'évacuer la chaleur qui a été accumulée lors d'une journée de travail. Donc évidemment, toutes les préconisations que je vais vous présenter par la suite et détaillées par bâtiment ont tout un impact sur le confort.
Concernant l'IRIT, donc, nous avons décidé de vous présenter une certaine partie des préconisations parmi toutes celles que nous avons dressées dans notre rapport écrit. Nous voyons que, c'est absolument pas logique, nous voyons que l'impact énergétique est plus ou moins conséquent selon la préconisation, la combinaison de préconisations que nous avons mis en place. Par exemple, la dernière préconisation que nous avons est la plus pertinente puisque nous avons le meilleur gain énergétique et financier, à savoir à l'ajout de la ventilation. Isoler la façade nord-est paraît pertinent, comme l'a dit Freddy, il y a des inconforts liés au chauffage, et également d'améliorer l'étanchéité des ouvrants. J'insiste sur le point que améliorer l'étanchéité des ouvrants est une chose aisée à faire, mais il ne faut surtout pas la faire si elle n'est pas combinée à la remise en route de la ventilation. En effet, si on ne fait que l'amélioration de l'étanchéité des ouvrants et qu'on n'ajoute pas, qu'on ne remet pas en route la ventilation, les locaux deviennent de véritables fours et ça devient invivable pour les usagers. Également, on voit que l'investissement est assez important, ce qui fait que le temps de retour sur investissement est estimé supérieur à 15 ans. La deuxième préconisation qui paraît la plus pertinente dans ce tableau serait également à la remise en route de la ventilation, de passer la température dès le laboratoire à 26 degrés et également d'optimiser le refroidissement de la salle serveur. Certes, l'impact énergétique et financier est moindre que la dernière préconisation, mais il n'est quand même pas négligeable non plus. Concernant les RIT 2, donc tout comme les RIT 1, on vous présente une certaine sélection que nous avons faite des préconisations parmi toutes celles que nous avons dressées. Nous voyons qu'elles ont toutes un investissement qui est assez important et que le temps de retour sur investissement est également supérieur à 15 ans. Mais les deux dernières se dégagent puisque nous avons un impact énergétique et financier qui sont les mêmes. Tout d'abord, à savoir si nous ajoutons évidemment la ventilation, ce serait pertinent d'optimiser la régulation du chauffage de la ligne nord-est et également de rénover l'éclairage des bureaux comme l'a précisé Claire, puisque les LED ont la capacité, sont vraiment plébiscités pour leur économie d'énergie. Également, à ça, on peut ajouter l'optimisation de l'éclairage des circulations. Cette préconisation n'engendre pas un gain énergétique conséquent, mais elle est plus pour le confort des usagers, puisque lors de la journée de mesure, lorsque nous sommes venus faire des mesures d'éclairement, nous avons remarqué que les circulations étaient souvent constamment allumées, puisqu'il y a un seul interrupteur au bout de la circulation, et donc souvent elles ne sont pas éteintes. Donc on préconise d'optimiser cet éclairage par des détecteurs de présence ou des minuteurs. Pour conclure sur ce projet, il faut donc évidemment, comme vous l'avez pu le constater, nous avons pu aborder les différents domaines de notre formation, à savoir la qualité de l'air, la thermique, l'éclairage et l'acoustique. En partant de la base, en analysant vraiment avec l'état des lieux, on a pu voir où en était le niveau de confort des usagers et la performance énergétique du bâtiment. Et à partir de nos analyses et de ce que nous en avons sorti des sondages, nous avons pu en sortir des préconisations et ainsi analyser l'impact que cela aura sur la performance énergétique du bâtiment et sur le confort des usagers. On espère vraiment que notre travail n'aura pas été vain et que les futurs maîtres d'ouvrage s'inspireront de nos préconisations et de toutes les analyses qui ont été dressées dans le rapport que vous aurez à disposition prochainement. Et donc voilà. De manière plus personnelle, je parle au nom de l'équipe. Ce projet a vraiment été utile pour nous puisqu'il conclut nos années d'études, puisque nous partons tous en stage après cet oral. Et ça a vraiment permis pour nous de confronter nos connaissances théoriques à la pratique et de savoir réagir en fonction des conséquences du terrain, de vraiment faire preuve de réactivité et d'adaptabilité, et également vraiment preuve de créativité, notamment dans toutes les préconisations qui ont été dressées. Donc voilà, j'invite mes 6 camarades à nous rejoindre, et je laisse Thomas conclure sur notre chargé en communication, conclure sur les remerciements qui sont de mise. Non. Je fais. Merci Johanna. Donc effectivement, tout d'abord, je tiens à remercier au nom de toute l'équipe l'ensemble des usagers de l'IRIT qui nous a accueillis tout simplement déjà lors de la journée de mesure, qui nous a ouvert ses portes pour qu'on puisse faire toutes nos mesures, qui a accepté de répondre à notre sondage qui comportait quand même de nombreuses questions.
Et voilà, toutes ces données qu'on a pu récolter ce jour-là, c'est en quelque sorte la base de notre projet. Donc déjà, merci à vous pour tout ça. Et ensuite, on tient aussi évidemment à remercier plus particulièrement les gens qui sont cités sur cette diapo, notamment M. Barito qui nous a accompagnés je ne sais pas combien de fois sur toutes les visites qu'on a pu faire dans le bâtiment. Et voilà, donc merci à vous tous, aussi au STI et au SGE qui nous a apporté son soutien et ses documents également, ce qui constitue en gros la base de notre rapport. Et puis, voilà, qu'est-ce que j'ai oublié? Je sais pas. Ouais, voilà. Ah oui, voilà. Et j'ai oublié notre équipe pédagogique. Donc, merci. Voilà. Si vous avez une question. Si vous avez des questions, ils auront une joie d'y répondre. Comment on éteint? Comment on éteint? Bah, je peux demander à ton... Ah, stop. Il faut recliquer là.